vidéo, nous allons parler des 4 outils, les 4 niveaux qui te permettent de définir quelle est la disponibilité quelque part que tu dois mettre en place lorsqu'une personne vient vers toi et a besoin de quelque chose. Alors, 4 niveaux, le niveau d'écoute, le niveau d'avis, le niveau d'aide ou le faire à sa place. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. Je mets à ta disposition des petites vidéos qui te permettent de mieux comprendre comment la communication fonctionne, parce que pour moi, sans une communication efficace, tes relations avec les autres sont entravées. Tu verras sur le site, il y a des possibilités de formation, il y a des possibilités de coaching individuel ou en groupe, et il y a déjà à ta disposition un livre sur la communication. Donc aujourd'hui, je vais travailler 4 outils. Donc en fait, c'est vraiment le numéro 1, 2, 3, 4. Je vais te les présenter de manière à ce que tu puisses visualiser chacun de ces outils et je vais t'aider à comprendre pourquoi ces petits trucs que je vais te donner aujourd'hui te permettront peut-être de mieux gérer les situations dans lesquelles tu te trouves lorsqu'une personne, quelle qu'elle soit, vient vers toi parce qu'elle a besoin de toi d'une certaine manière. C'est une structure de dialogue que tu peux établir. Ce sont des aspects de la communication qu'on établit facilement avec des personnes dans un cadre proche, par exemple avec des amis. Pourquoi ? Parce que quelque part, en introduisant ces 4 outils, on explique aux gens que avant de venir vers moi, avant de venir m'expliquer quelque chose, je dois comprendre exactement quelles sont les attentes que ces personnes ont à mon égard. En définissant ces 4 outils, quelque part, tu as la possibilité, dès le départ, de permettre à cette personne de réfléchir à ses attentes, mais aussi de savoir ce qui est attendu de toi et de définir si oui ou non tu es capable de le gérer au moment où elle vient vers toi. Je reprends les 4 outils et nous allons les détailler rapidement. Les 4 outils sont donc une échelle entre 1 et 4. Et cette échelle, c'est 1. La personne vient vers toi parce qu'elle a besoin que tu l'écoutes, rien de plus. Tu te tais, tu ne fais aucun commentaire parce que cette personne a juste besoin d'être écoutée. 2. La personne vient vers toi, a besoin de t'expliquer quelque chose et a éventuellement besoin de ton avis. 3. La personne vient vers toi et elle te prévient déjà qu'elle a besoin d'aide. Donc, elle va t'expliquer quelque chose et elle va te demander de l'aider à solutionner le problème, à résoudre la question qui se présente, peu importe. Et la 4e solution, et nous en reparlerons vraiment à la fin de la vidéo, c'est tu le fais à ma place. Pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien, simplement parce que, imagine ceci. Une personne vient vers toi et elle te dit « je veux juste que tu m'écoutes ». Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Eh bien, peut-être simplement parce qu'elle s'est rendue compte qu'en expliquant à voix haute ce qui la tracasse, ce qui lui pose problème, elle va quelque part remettre un petit peu tous les morceaux en place dans son cerveau. Et dans certains cas, et crois-moi, pour l'avoir expérimenté souvent, je sais comment ça fonctionne, lorsque l'on est obligé de donner une explication à quelqu'un, on est obligé effectivement d'avoir un espèce de fil rouge, c'est-à-dire de commencer d'un point pour arriver à un autre et que l'explication entre les deux soit plus ou moins fluide et compréhensible. Or, quand on fait ça, dans certains cas, on réfléchit aussi à ce qu'on est en train de dire. Et il arrive souvent qu'entre le point A et le point Z, lorsque tu termines ton explication, non seulement tu as pu faire un état de la situation qui est clair, que tu comprends et que tu maîtrises bien, mais tu as peut-être une solution qui se dessine. Donc, ne t'étonne pas si, à partir du moment où tu es capable de faire de l'écoute attentive et que tu te mets à disposition de l'autre et que tu accueilles cette demande quelque part de sa part, cette personne ne solutionne pas elle-même ses propres difficultés. La deuxième solution, elle va te permettre de pouvoir être un petit peu plus impliqué dans la situation. Mais encore, mesure-toi. Si tu ne l'as jamais fait, je te conseille d'aller regarder dans le groupe
groupe de vidéos que j'ai publié sur la playlist qui s'appelle « Les 12 obstacles de communication ». Sache que donner un avis ou vouloir apporter quelque chose lorsqu'une personne t'explique qui n'est pas ce qu'elle demande va bloquer la communication. Donc, dans le point numéro 2, cette personne vient vers toi et elle te dit « Je voudrais ton avis ». Ça ne veut pas dire que tu dois lui livrer une solution et ça veut encore moins dire que ce que tu vas lui dire, elle va en tenir compte. Peut-être, c'est possible, mais ce n'est pas garanti. Donc, lorsqu'une personne vient avec un numéro 2, ce que tu dois faire, c'est la même chose que lorsque tu l'as écouté sans rien dire, mais tu t'autoriseras éventuellement, à la fin de son explication, et j'ai bien dit à la fin uniquement de son explication, sauf si elle te demande à certains moments de réagir, tu pourras t'autoriser de lui donner un avis. Alors, pour moi, ce qui est très important ici, c'est que tu comprennes que donner un avis, ce n'est pas porter de jugement, ce n'est pas porter de critique, et ce n'est pas non plus donner une solution. Et j'espère que tu comprendras progressivement, c'est pour ça que les 12 obstacles de communication sont un bon point de repère pour toi, combien c'est très différent, ces 3 éléments. Vois aussi, prends le temps de tester, pose une question une fois qu'elle a donné son explication et demande à cette personne, est-ce que tu as une attente particulière? Tu me demandes mon avis, mais qu'est-ce que tu as besoin d'avoir de ma part? Et peut-être qu'elle exprimera alors simplement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te paraît logique? Par exemple, par rapport à l'explication. Elle va peut-être aussi te dire, je suis devant un nœud, je ne sais pas comment aborder la problématique. Est-ce que tu as une suggestion à me faire? Il est possible éventuellement qu'à ce moment-là, elle te dise, tu vois une solution dans la problématique? Tu penses qu'il y aurait moyen de le solutionner d'une certaine manière? Comment est-ce que tu ferais? Il est possible que ce genre de dialogue, si tu es ouvert à la discussion et si tu ne t'imposes pas avec des solutions, ah ben c'est simple quand même, hein, c'est complètement logique. Non. Ça, c'est le genre de choses qui sous-entend que l'autre est trop stupide que pour trouver la solution tout seul. Or, parfois, cette solution n'est pas aussi simple que tu ne le crois. Et si quelque chose te semble hyper logique, ça ne veut pas dire que l'autre va appliquer cela en étant la solution. Parce que peut-être qu'il y a des éléments que tu n'as pas entendus, qu'elle ne t'a pas expliqués et qui ne permettront pas que cette solution à laquelle tu penses s'applique. Donc, fais attention, s'il te plaît, quand tu donnes un avis, d'essayer d'être... c'est pas juste de la bienveillance, mais d'essayer de rester dans l'ouverture. Le 3e point, c'est lorsque la personne vient vers toi et te dit « j'ai besoin d'aide ». Alors là, c'est complètement différent. Parce que c'est un dialogue qui s'engage. Elle va éventuellement te demander juste de l'écouter, peut-être pendant une petite période, quand elle a introduit la problématique. Ensuite, il y a peut-être un dialogue qui va s'engager, tu vas lui poser des questions parce que tu auras besoin de certains éclaircissements, ou bien tu vas devoir la rassurer parce que tu sens qu'elle est angoissée, qu'éventuellement elle se sent dépassée par la situation. Plein de schémas peuvent se présenter. Mais le numéro 3, c'est un vrai appel au dialogue. Et c'est très très important que tu sois conscient de ce besoin. Dans le numéro 3, il y a là vraiment un besoin de bienveillance dans la manière dont tu vas interagir avec la personne. Quand une personne est face à une question, à une difficulté, à un problème qu'elle ne parvient pas à solutionner, et qu'elle vient vers toi en te disant « j'ai besoin d'aide », c'est parce qu'elle est démunie, c'est parce qu'elle ne se sent pas en capacité, en tout cas, de solutionner son problème là, maintenant, comme ça, tout de suite, et qu'elle se dit que peut-être avec ton aide, elle simplifiera les choses ou elle solutionnera le problème. Est-ce que tu vas trouver la solution? Peut-être pas. Et ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir cette bienveillance nécessaire pour rassurer l'autre, pour pouvoir éventuellement faire cette espèce de réflexion avec cette personne qui va
peut-être lui faire reprendre courage, qui va l'aider à trouver la solution tout en lui faisant des suggestions que tu lui apportes parce que ton éclairage du problème et de la façon dont tu vois les choses est différente de la sienne. Et donc, tu nourris sa réflexion et tu nourris éventuellement la construction de la solution dont cette personne a besoin. Donc, c'est un élément qui est très courant, c'est un élément qui est très utile et surtout, c'est très important, toujours, de ne pas porter de jugement. Même si au fond de toi, tu te dis « Oh non, oh, elle ne revient pas encore avec un problème similaire, mais quand va-t-elle apprendre ?» Malheureusement, il y a des personnes qui s'engluent quelque part dans des récurrences de problèmes et n'apprennent jamais quelque part ou apprennent vraiment lentement à mettre les mécanismes en place et trouver les solutions elles-mêmes. Et donc, c'est vrai qu'il y a des moments où tu peux te sentir un peu envahi par le fait que l'autre a besoin de venir te voir chaque fois qu'elle est face à un problème ou qu'il a besoin de l'aide pour un truc ou pour un autre. Je sais qu'il y a ce risque quelque part dans les interactions que tu as. Mais à partir du moment où tu es bienveillante et que tu fais attention avec cette personne de lui donner un peu de temps pour l'aider et l'accompagner dans son processus, tu verras que plus cette personne gagnera en confiance en elle et moins tu la verras venir vers toi avec ce type de problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose, si tu prends le temps de réfléchir aux situations dans lesquelles tu as été cet accompagnateur, accompagnatrice attentive et bienveillante, tu vas te rendre compte que les personnes sont en confiance. Certes, elles ont peut-être tendance à venir vers toi plus facilement qu'avec d'autres aussi, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en capacité progressive de solutionner leurs problèmes elles-mêmes. Et enfin, il y a la quatrième solution. Alors, je t'avais dit que je reviendrai dessus parce que cette situation où l'autre arrive en te disant « ça c'est mon problème », eh ben voilà, tu peux le faire pour moi. C'est très particulier. Alors, là où il est possible que ce soit plus fréquent, c'est lorsque tu es face à des enfants. Pourquoi ? Parce que il y a des enfants qui, par moment, en fait, ne sont pas intéressés de faire quelque chose, ça les ennuie, ne savent pas par où commencer, et éventuellement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont venir vers toi, ils vont te dire, écoute, je te laisse faire. Voilà. J'ai décidé que je ne voulais pas le faire. Alors, un parent classique pourrait dire, non, mais attends, c'est ta responsabilité, c'est à toi de l'assumer. Maintenant, je voudrais que tu sortes de la partie éducationnelle classique. Et je voudrais que tu comprennes la mécanique qu'il y a derrière. À partir du moment où tu offres 4 possibilités à quelqu'un, et particulièrement à un enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les tester. Et il va se dire, « Ah, elle me propose 4 solutions. Ah ben, je vais tester la 4e. Comme ça, moi, je ne dois pas le faire. » Or, si tu les lui offres, tu dois pouvoir les assumer. Et effectivement, lorsque tu mets en place ce genre de mécanique dans l'éducation avec les enfants, il y a des abus au début. Mais c'est uniquement au début. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte très vite que c'est juste parce que l'enfant te met en test et se dit, est-ce que mon parent m'aime vraiment assez que pour faire ce sacrifice pour moi ? Et tu verras que progressivement, ça sera moins. Et puis tu pourras entrer éventuellement dans ce que j'appelle le 4 bis, c'est-à-dire la possibilité de dire à ton enfant « Ok, tu veux que je le fasse ? Alors écoute, je l'ai déjà fait 4 fois, depuis 4 semaines, parce que chaque fois que tu dois faire cette corvée, tu me la refiles. Alors, je comprends qu'elle t'ennuie, mais tu sais, elle ennuie absolument tout le monde, moi aussi, et je ne vais pas éternellement chaque semaine refaire la corvée à ta place. Alors, je pense que j'ai été suffisamment cool avec toi parce que les 4 dernières semaines, je l'ai fait. Là, on est à la 5e semaine où tu reviens avec cette même demande et le fait que tu n'assumes pas ta responsabilité. Et là, malheureusement, je ne suis pas d'accord. Alors, comme je ne sais pas pourquoi, tu me l'as refilé les 4 dernières semaines. Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas ? Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas comment faire ? Est-ce qu'il y a une autre raison derrière que je ne comprends pas ? Eh bien, je te propose que nous la fassions ensemble. Et en définitive,
en jouant ce petit jeu avec l'enfant, d'abord tu lui consacres du temps, et c'est souvent ce que l'enfant cherche. Deuxièmement, tu lui fais comprendre que, ok, tu l'aimes énormément et que tu es prêt à l'aider, sauf qu'il y a une limite, et que cette limite, elle est aussi basée sur le respect. Mais tu ne le largues pas tout seul en lui disant « Ah non, à partir de maintenant, c'est fini, le 4 n'existe plus. » Non. C'est oui, mais. Et à ce moment-là, tu prends le temps de le faire, mais tu lui demandes de participer. Tu l'observes quelque part dans l'application, dans la corvée à faire, dans l'activité qu'il te demande de ne pas faire, et tu essaies d'identifier s'il a éventuellement, si elle rencontre éventuellement des difficultés pour exécuter cette mission, cette tâche, etc. Et tu l'aides, tu construis quelque part un moyen pour l'enfant de comprendre qu'il ne faut pas qu'il voie cette activité, cette tâche comme une corvée, mais plutôt comme un moyen de pouvoir faire quelque chose, d'apprendre quelque chose, de grandir en maîtrisant quelque chose qu'il ne maîtrise pas encore, peu importe. Mais donc, sois créatif, créative, essaie d'inspirer l'enfant et montre-lui que tu lui fais confiance dans sa responsabilité. Et tu verras que cette 4, ce numéro 4, cette phase 4, eh bien finalement, elle arrivera encore, sans doute, effectivement, mais pas nécessairement automatiquement, parce qu'avec le temps, cet équilibre va être trouvé. Et puis, n'oublie pas qu'un enfant qui est bien dans sa peau, c'est un enfant qui a envie de te montrer qu'il grandit, qu'il s'améliore et qu'il gagne en autonomie. Et crois-moi, ça, si tu arrives à pouvoir le garder en tête comme étant l'essentiel de l'éducation, tu verras qu'en fait l'enfant qui a pu pendant quelque temps se décharger d'une corvée finira par la faire parce qu'il aura envie de te montrer qu'il en est capable en définitive. Tu as les 4 aspects ici et j'ai introduit le 4e en te parlant des enfants, mais que les choses soient claires. Cette situation peut arriver à n'importe quel âge. Tu peux te retrouver dans une situation professionnelle avec un collègue qui est débordé, qui est peut-être à la limite du burn-out et qui va arriver vers toi et qui va te dire « ce truc-là, je suis désolée, je ne le fais pas, je te le refile ». Peut-être que tu n'as pas introduit le principe des 4, mais tu peux, sans l'expliquer fondamentalement, poser des questions pour clarifier quand une personne vient vers toi. Et tu découvriras très vite dans quelle catégorie, quelque part, la demande qui vient vers toi se classifie. Si tu te trouves au niveau professionnel et que quelqu'un en arrive à te dire « je te demande de le faire parce que je n'en suis pas capable », ce sera à toi à pouvoir mesurer si c'est une exception, si c'est une récurrence, et éventuellement, si ça devenait récurrent, décider si oui ou non il y a besoin de rediscuter avec ce collègue, d'en parler à un gestionnaire, un manager, et de pouvoir éventuellement changer certaines tâches qui sont allouées à l'un ou l'autre, puisque ces tâches semblent être trop ou trop compliquées pour la personne, pour qu'elle puisse le faire elle-même. Donc, je dirais, accueille chaque situation avec une curiosité et avec la capacité de ne pas porter de jugement. Je sais, je le répète, mais c'est vraiment important. Parce que tu peux croire comprendre, tu peux imaginer que tu sais pourquoi la personne a besoin de ton aide, ou parce que pourquoi elle a besoin absolument d'avoir un avis de ta part, ou voire de se décharger sur toi. Mais tu peux être totalement dans le faux. Et la raison fondamentale est souvent non exprimée. Parce que pour pouvoir oser dire à quelqu'un « je suis dépassé par la situation » ou « je suis incapable de le faire, je ne vois même pas par où je dois commencer, je n'ai pas les compétences ou les connaissances, ou je ne suis pas en capacité physique de l'exécuter parce que ceci ou cela », il faut oser être vulnérable. Et il y a très peu de gens qui savent être vulnérables, c'est-à-dire reconnaître sans se sentir pour autant moindre quand leurs capacités, leurs compétences, leurs connaissances, leurs capacités physiques sont réduites ou ne sont pas existantes. Et donc, s'il te plaît, comprends pourquoi. Éviter de tomber dans le jugement, c'est en fait ouvrir la porte à un dialogue bienveillant et respectueux. Et pourquoi, dans ce cas, ces 4 points de repère que je viens te donner, tu pourras les appliquer
tu pourras les moduler, mais surtout, ils pourront aussi t'aider à comprendre pourquoi certaines personnes te surprennent, parce que lorsqu'ils viennent vers toi en toute confiance, tu te rends compte que finalement, ce que tu pensais croire d'eux ou savoir d'eux n'est peut-être pas toujours la vérité. Voilà, j'espère que ces petits points de repère vont t'aider à pouvoir mettre en place des structures dans tes relations avec les autres. Ce sont des outils que tu peux appliquer avec des enfants dès le plus jeune âge, donc n'hésite surtout pas à essayer de les appliquer. Il y a un temps d'adaptation obligatoire et ce temps d'adaptation, c'est pas 2 jours, c'est 1 mois à 2 mois, mais il fonctionne. Et éventuellement, vois dans quelle mesure, grâce à ces outils, tu peux mieux analyser certaines demandes de personnes qui viennent vers toi, à qui tu n'as pas expliqué leur 2, 3, 4, mais dans lesquelles tu peux éventuellement mettre des catégories, parce que ton attitude vis-à-vis d'eux changera et s'adaptera selon que tu as pu identifier dans quelle catégorie les demandes arrivent. Voilà, j'espère que cela va t'inspirer encore un petit peu plus dans tes relations et dans la communication que tu as avec les autres. Voilà encore de quoi t'inspirer dans ta communication pour établir des relations avec les autres encore plus sereines. J'espère que tu passeras une bonne semaine et à la prochaine fois. Salut!